Tous bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode 163. Aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet qui va peut-être t'étonner. Donc, on va parler de respiration. Oui, donc on sera plus dans le développement personnel, même si je vais recadrer toujours pour tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat et de l'investissement et de devenir meilleur tout simplement. Donc, mon invité est un doctorant qui est expert donc dans différents domaines, mais surtout donc là, il va nous parler donc de la respiration. Il a un site donc sur le domaine et un livre qui vient de sortir. Je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant: thierry-henry.fr/dropeasy. thierry-henry.fr/dropeasy. De retour donc après avoir remercié le sponsor, donc j'ai aujourd'hui Yvan Kam qui a écrit donc La maîtrise du souffle, qui est sorti il y a même pas une semaine. Donc n'hésite pas à sauter dessus. Moi je l'ai eu, donc je l'ai lu, j'ai pas tout lu, j'ai eu la moitié, mais c'était vraiment intéressant et je vais le finir. Donc dans l'épisode j'ai tout fait pour que ce soit pas trop technique, même s'il faut un peu rentrer dans la technique pour parler de ça. Et donc c'est vraiment plus intéressant que juste penser qu'on respire et que tout va bien. Non, il va te montrer que on respire tous la plupart du temps très mal et que tout ça engendre des problèmes. Donc voilà, c'est réellement très intéressant. Même si tu es entrepreneur ou investisseur et tu te dis c'est pas pour toi, non, on respire tous, donc c'est important. Et donc c'est bien que ce podcast là on est là pour devenir meilleur. Et donc je te dis donc de bien écouter, d'aller aussi après donc sur le site donc de Yvan, Art de la Respiration, et toutes les informations je te les mets donc dans le résumé pour que tu puisses aller donc suivre Yvan et de développer et apprendre avec lui. Je te dis à tout de suite avec Yvan. Salut Yvan, comment vas-tu? Salut Thierry, très bien, merci, et toi? Très bien, merci. Je suis content, on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ça fait un bout de temps que je voulais parler de ce sujet-là. Bon, j'ai eu une personne qui m'en a parlé de méditation il y a 1 an et demi. Je mettrai les liens pour ceux qui sont intéressés. Dans le livre, tu parles un peu de ça, mais tu parles pas que de ça. Tu parles de beaucoup de choses plus techniques. Oui, tout à fait. On va essayer d'être moins technique parce que je pense qu'on va perdre les gens. Mais Okay. Parce que d'abord, je te laisse te présenter, puis ensuite, on va donner le sujet du livre. Ok. D'abord, merci pour l'invitation. Je m'appelle Yvan Kam, je suis docteur en biologie et je suis, on va dire, coach en respiration, pour faire simple. Respiration que j'ai développée d'abord par ma pratique des arts martiaux. J'ai pratiqué pendant quasiment 30 ans, et également par une approche un peu plus scientifique qui vient de mon background, qui est la biologie. Voilà. D'accord. Donc j'ai créé un blog d'abord sur la respiration que j'entretiens maintenant depuis 4 ans, et ça m'a amené à écrire un livre, donc La maîtrise du souffle, qui est sorti là. Et il sort quand? Donc, je crois qu'on est un Il peu en est avant. déjà sorti, il est sorti le 9 septembre. D'accord. Voilà. Bon, mais parfait. Donc voilà, ça tombe bien. Donc, la question, un peu ce que tu dis toi-même dans ton... J'ai une question à part qui n'a rien à voir personnel, mais on n'a pas eu le temps de discuter de ça. Oui, Est-ce que en plus, t'en parles dans le livre beaucoup? Donc, tu as fait plus de 30 ans d'arts martiaux. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 6 ans. Ah, c'est ce que je me suis dit, parce que lui, tu fais comme moi, tu fais jeune. Donc, je me suis dit, mais t'as quel âge? Ouais, j'ai 37 ans. Ok, d'accord, bon, je me disais. Voilà. Bon, vous n'avez pas la vidéo, mais allez voir, ou sinon, vous trouverez peut-être la photo quelque part. Pourquoi faire un livre sur la respiration? C'est ce que toi-même tu dis en fin de compte dans l'intro. Hein. Ouais, tout à Je fais un fait. peu de teasing. Pourquoi faire un livre sur la respiration? En fait, c'est vrai que dit comme ça a l'air un petit peu bête, parce que tout le monde respire, donc c'est que ça se passe pas aussi mal que ça, et donc la question est légitime: pourquoi s'intéresser à ça? Mais en fait, quand on commence à creuser un tout petit peu, on se rend compte que la respiration étant un processus physiologique central, si elle marche pas très bien, ça va créer plein de soucis. Ça, c'est le premier point de base. Et à l'inverse, si on l'optimise, si on travaille vraiment avec elle, ça va nous permettre d'optimiser beaucoup de choses derrière. Donc c'est pour ça que faire un livre sur la respiration, ça me permettait en fait de présenter un petit peu au grand public quels sont les impacts de la respiration dans finalement tous les domaines de la vie, puisque comme c'est central, ça nous accompagne partout. Donc ça impacte vraiment quasiment tout. Voilà. Ben, c'est important parce que même pendant la crise, on l'a vu. Enfin,
c'est pas très bien de le dire, mais parce que moi j'ai aussi un autre blog et un autre business autour donc de l'alimentation, et tu le dis en plus dans le livre, ces 20 dernières années ou 30 ans, on a plutôt parlé de nutrition, et c'est vrai que c'est important. Tout à fait. Là, en fin de compte, ça va être le siècle ou la période de la respiration, puisqu'on le voit par rapport au Covid. Il y a plein de choses qui ont été dites. Bon, je vais pas rentrer dedans parce que moi, je suis curieux, donc j'ai écouté plein de podcasts sur la respiration. C'est pour ça que je voulais t'inviter. Et surtout, la mode aussi du sommeil aussi, hein, parce qu'on parle maintenant beaucoup du sommeil. Donc, il n'y a pas que l'alimentation. Ça, on l'a fait pendant beaucoup de temps. Maintenant, il faut comprendre qu'il faut aussi bien dormir et bien respirer. Parce que pas parce qu'on respire tous qu'on respire bien. Ce que tu dis dans le livre. Exactement. Et en plus, tu dis un truc bien, mais c'est juste un détail. On respire 20 000 fois par jour, donc c'est pas énorme. Et moi, j'avais appris en fin de compte qu'on respire tous mal parce qu'on a appris notre société à respirer par la bouche et que c'est quand même mieux de respirer, enfin, alors peut-être que j'ai une bêtise, par le nez, et d'apprendre à mieux ventiler. Est-ce que je dis une bêtise ou est-ce que c'est Non, vrai? c'est tout à fait vrai. Alors après, est-ce qu'on nous apprend vraiment à respirer par la bouche? Ça, je sais pas. Non, c'est Euh, que dans un podcast que j'écoutais, c'est qu'il disait que naturellement, quand on a une peur ou autre, au lieu de se calmer, de respirer par le nez, donc de faire ce qu'on a dit en off, oui, les différentes méthodes de respirer, d'inspirer par le nez, de relâcher par la bouche, comme de la façon dont on vit, dont on marche, c'est comme si on avait oublié qu'on avait un nez, on respire que par la bouche et qu'on a un nez. tout à Donc fait. pourquoi s'il y a un nez, Et en pourquoi fait, pas l'utiliser? je vais juste préciser quelque chose. Un bébé, ça ne respire que par le nez, ça ne sait quasiment pas respirer par la bouche jusqu'à, je crois, 8 ou 9 mois. Et en fait, il n'y a que quand il a peur, donc que quand il est stressé, qu'il va respirer par la bouche. Et en fait, le truc, c'est que plus on grandit, plus on accumule du stress, alors qu'il soit postural, psychologique, peu importe, et plus on va avoir de tension dans le corps. Et respirer par le nez va devenir difficile parce que on va avoir toujours la sensation de ne pas prendre assez d'air. Ça va nous demander un effort en fait de respirer par le nez puisque tout le buste en fait est verrouillé par les tensions. Donc pour aller chercher plus d'air plus facilement, on va passer par la bouche. Et c'est ça, je pense, qui fait que petit à petit, en grandissant, les gens respirent de plus en plus par la bouche et de moins en moins par le nez, ce qui crée beaucoup de problèmes. D'accord. Bon, et parfait. Donc toi, en fin de compte, ce qui est aussi un peu bon, on va quand même rester parce qu'on est sur un podcast de business, de santé, Mmh. développement personnel, et pas trop de santé. Euh, Donc on va essayer de recadrer par rapport à ça. Donc toi, étrangement, donc tu as quand même fait 30 ans donc d'arts martiaux. Les arts martiaux en général, t'apprends aussi à respirer, parce que moi j'ai fait un peu de boxe thaï et d'autres sports. Mmh. J'ai appris aussi même par le sport, parce que j'ai fait même avec le basket pour déstresser, pour me calmer. Ben, j'ai bien compris qu'il fallait bien respirer. Enfin ça on le sait, hein, quand on réfléchit bien, quand on est un peu dans le développement et essayer d'être meilleur, on sait très bien qu'il faut respirer bien. Parce que même quand on fait un effort physique, on sent qu'on respire mal, on sait très bien qu'il faut se calmer, qu'il Oui, faut tout faire à plein de fait. choses. Donc on sait les choses, mais on ne le fait pas bien. Comment on peut mieux faire dans la vie des trucs basiques, simples? Parce que toi, moi je suis venu en pensant connaître, je t'ai dit oui, Wim Hof, tu me dis oui, c'est bien, mais il y a plein d'autres techniques. Donc bon, toi tu es l'expert, donc explique-nous les bases pour la personne qui... Bon, on est en podcast, donc c'est compliqué à montrer, mais bon, Ouais. comment on peut mieux respirer déjà dès demain? En fait, la base, sans aller dans la technique, parce que les techniques sont là pour optimiser un effet que l'on recherche. Mais la base d'une bonne respiration, c'est un petit peu ce que je disais juste avant, c'est avoir un buste, avoir un abdomen très détendu. Pourquoi? Parce que la respiration, dès qu'elle va avoir un blocage, elle va avoir tendance à monter. Elle va être plus courte, elle va s'accélérer et ça va créer du stress. Le simple fait d'accélérer la respiration crée du stress. Donc, avec le stress justement qui s'accumule chez les gens, ben, l'abdomen est relativement tendu. On a les épaules avec les troubles musculo-squelettiques, par exemple, les mauvaises postures au travail. On a les épaules qui remontent. Et du coup, la respiration va finalement se loger entre le thorax et la bouche. Et ça va nous accélérer la respiration, ce qui va nous rentrer dans un cercle vicieux qui est une activation du système nerveux sympathique, donc celui qui crée le stress, qui nous permet de répondre au stress, et on va rentrer comme ça dans une boucle du stress. Donc en fait, le premier élément pour bien respirer dans la vie de tous les jours, c'est faire extrêmement attention à ce que notre respiration soit capable de descendre jusqu'au niveau abdominal, même jusqu'au niveau en fait du bassin, hein, si on veut être précis, sans effort. Et pour ça, ben, ça veut dire qu'il va falloir passer par des choses qui sont un peu contre-intuitives par rapport à ce que le grand public sait de la respiration, mais des choses vraiment très très physiques qui vont être du stretching, du massage de l'abdomen, pour que cette respiration puisse descendre au maximum et donc s'allonger petit à petit, ce qui va nous entraîner en fait dans un cycle où au lieu d'activer le sympathique, on active le parasympathique et on va rentrer dans un cycle où la respiration va constamment nous calmer tout au long de la journée. Et tu parlais des 20 000 respirations par jour. Ben, le problème, c'est que si on fait 20 000 respirations très rapides, ben, on va passer la journée
à être stressé. On va faire un mouvement en plus qui, comme il est répété extrêmement souvent, va s'ancrer dans nos habitudes. Alors qu'à l'inverse, si on se rééduque à faire 20 000 fois par jour le bon mouvement, ça va nous calmer et on va récupérer une structure qui est beaucoup plus intéressante. D'accord. Et donc, ça va bien parce que moi, c'est un truc que j'ai fait dernièrement, tu vois, c'est sans faire exprès. Bon, parce que ce que je suis là, j'y monte, hein, j'ai 45 ans. Et j'avais aussi un problème pas de sciatique, mais de tendinite du fessier, je crois. Voilà, j'ai un truc comme ça. D'accord. Donc, le seul moyen que j'avais à faire, c'était, et comme je fais beaucoup de calisthenics, de sport, j'ai fait beaucoup, et j'ai aussi toute ma vie donc fait beaucoup de sport. Le matin, je fais toujours 5 à 10 minutes d'étirement et le soir aussi. Et donc ça, donc tu dis qu'une personne sans faire des trucs trop techniques, par logique, le fait de s'étirer et de faire certains exercices, ça va donc permettre indirectement donc d'aller pouvoir chercher la respiration très loin. Ouais, alors c'est pas des étirements. Alors, il y a des étirements qui sont assez classiques, d'accord. Oui. Mais tu as des étirements qui vont concerner vraiment l'abdomen. Et dans l'abdomen, t'as pas vraiment on va dire de muscles sous contrôle volontaire. Tu as surtout des muscles lisses. Donc en fait, c'est des muscles qu'il va falloir étirer de façon totalement passive, puisque tu n'as pas de contrôle en fait sur ces muscles-là. Donc ça va être du stretching, soit par exemple avec des apnées, où on va justement remplir au maximum l'abdomen pour qu'il reste étiré avant d'expirer et ensuite il va se relâcher. Donc on va faire du contracté-relâché finalement, soit beaucoup de massage. D'accord. Bon, moi ça je fais pas. Je fais le contracteur relâché parce que bon, je suis comme tous les mecs, j'aimerais bien garder ma sangle abdominale, et il y a un exercice qui fait, je crois que c'est un exercice de ventilation où tu rentres, enfin tu t'inspires, tu aspires, et tu fais un petit creux qui fait un peu bizarre, on voit toutes tes côtes, et ça fait un grand creux, t'as l'impression que t'as plus de ventre. Bon, c'est pas très imagé malheureusement pour ceux qui écoutent, mais voilà, je mettrai des liens pour faire des vidéos. Donc ça, c'est bien ça. Oui, c'est tout à fait. D'accord, parce que c'est vrai que vu comme ça paraît bizarre. C'est en général plutôt ceux qui font du culturisme et certains sports qui font ça. Et quand on voit ça, on se dit, mais c'est super bizarre. Enfin, en fait, quand tu fais ce mouvement-là, tu utilises ton transverse, qui est très difficile à muscler autrement, hein, soit dit en passant. Et avec le transverse, tu viens compresser en fait toute ta masse abdominale. Et en la déplaçant, tu vas tirer sur tous les muscles lisses qui sont autour des intestins et qui ont tendance à se contracter en cas de stress. Et tu vas du coup leur faire un étirement. Eux, ils vont être totalement passifs dans l'étirement, mais toi, en rentrant le transverse, tu vas faire cet étirement-là, ce qui va créer beaucoup de liberté dans l'abdomen et descendre la respiration. Le seul muscle à proprement parler qu'on va travailler par le massage direct, c'est le diaphragme. Celui-là, on va vraiment aller le travailler par le diaphragme parce qu'on peut y accéder par sous les côtes. Et pareil, en le détendant, on va lui permettre de descendre beaucoup plus bas dans l'abdomen, de gagner en mobilité, et ça va permettre à la respiration de s'allonger, de descendre encore plus. Ce que je vois, en fin de compte, directement, tu es parti dans la technique, donc je vais te permettre de faire le scientifique, parce que c'est comme ton métier, parce que c'est comme ça, ceux qui n'ont pas d'habitude vont dire, mais de quoi il parle? Essaye de nous décrire tout en 2-3 minutes, comme ça, après je repartirai sur mes questions. Le déroulement de la respiration et le corps, enfin tout ce qui est lié, parce que c'est vrai que là tu as parlé de diaphragme, tu as parlé de plein de choses, donc essaie de tout nous faire en un seul description, comme ça on aura fini avec ça, et puis on partira sur autre chose. Alors, déjà, c'est de la sémantique, mais c'est important. En fait, quand on parle du corps, c'est plutôt la ventilation. La respiration, c'est vraiment le processus cellulaire qui consiste à utiliser l'oxygène pour, en gros, oxyder du carbone issu de l'alimentation pour faire de l'énergie. Donc, tout ce qui va concerner le diaphragme, etc., c'est la ventilation qui permet d'amener cet oxygène aux cellules. D'accord ? Donc, la ventilation, comment ça marche ? Quand on inspire, on a le muscle respiratoire principal, c'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est une coupole qui est fixée sous la cage thoracique, en fait, sur lequel reposent les poumons, le cœur, etc. Et en fait, ce muscle a la particularité, en se contractant, de se projeter dans l'abdomen. D'accord ? Donc, en se projetant de l'abdomen, il crée un appel d'air qui fait que l'air va rentrer par le nez et aller dans les poumons. À l'inverse, quand on va expirer, le diaphragme va se relâcher et en se relâchant, il va remonter vers la cage thoracique. Et ça, ça va créer une pression sur les poumons qui va venir expulser l'air. En plus, il y a des muscles inspirateurs accessoires et expirateurs accessoires. Le principal pour l'expiration, c'est le transverse dont on a parlé juste avant et qui permet justement de rentrer le ventre. Et quand en fait on rentre le ventre, on crée encore plus de pression
via le diaphragme sur l'intérieur de la cage thoracique et sur les poumons, et donc on expulse encore plus d'air. Donc voilà en gros comment ça marche. D'un côté, le diaphragme se contracte, l'air rentre, le transverse se contracte, l'air ressort. Bah, merci, c'est très bien expliqué. Je crois que tu devrais avoir une grosse chaîne YouTube où tu expliques tout ça parce que ce sera plus visuel, mais en tout cas, moi j'ai compris. En tout cas, j'espère que les auditeurs aussi. Donc j'avais des questions qui allaient venir après. Donc avant de revenir sur l'apnée, parce que tu as parlé de l'apnée, on n'a pas donc tout ce qui est contracté relâché. Donc l'apnée, on va venir après. J'ai une question. Comment donc là les personnes qui t'écoutent disent voilà, sont passionnées, disent voilà, je sais que je respire mal. C'est vrai que des fois, comment on fait pour changer ses habitudes? Parce que c'est très bien que c'est très dur. En plus, la respiration, on l'a depuis qu'on est petit. Donc, si on a des problèmes, ça se fait, on les a depuis longtemps. Comment on fait pour reprendre les bonnes habitudes de respiration et les modifier? Alors, il y a quelque chose qui est très très bien avec la respiration, c'est que comme tu es obligé de la faire tout le temps, en fait, ça se corrige assez vite. Typiquement, Okay. moi, quand je prends quelqu'un qui respire très mal, au bout d'un mois et demi, c'est réglé parce que le corps, quand tu lui indiques une manière de fonctionner qui est moins énergivore et plus confortable, il va avoir tendance à se diriger dessus. C'est un petit peu le principe de l'ostéopathie. Tu arrives à corriger quelqu'un parce que tu montres au corps comment il peut bouger d'une manière plus facile, plus agréable. Donc la respiration, c'est un petit peu pareil. Quand tu vas corriger une mauvaise respiration, le corps va préférer cette manière de faire et il va avoir tendance à aller vers cette manière de faire là. Et comme tu respires 20 000 fois par jour, bah, tu mets en place un mouvement 20 000 fois tous les jours, et tout le temps en fait, qui est de plus en plus juste. Donc c'est pas si long que ça à corriger. Maintenant, comment il faut corriger? Bah, il faut prendre des sessions au départ, où on va exécuter le bon mouvement. Donc, en gros, une fois qu'on a étiré, un petit peu massé l'abdomen, on va chercher, en inspirant, en expirant par le nez, à descendre au maximum la respiration. Donc, en gros, il faut que tout l'abdomen se gonfle, pas que le ventre, tout l'abdomen se gonfle, y compris dans le dos et sur les côtés, quand on inspire. Et simplement le fait de faire ça, ça va habituer à la respiration à s'allonger, à aller de plus en plus bas, et ça va entraîner en fait le cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure et qui va se mettre en place tout seul. D'accord. Donc, pour revenir, avant l'apnée, parce qu'il y a une autre question qui est venue. Comment on masse l'abdos? Parce que tu l'as dit plusieurs fois. Comment Ouais. on fait pour, perso, si on veut le Alors faire? moi, de façon très simple, moi ce que j'aime bien, c'est utiliser des manches de maillet ou de marteau. Et en Wow. fait, non mais tu prends en fait avec ta main, tu prends le maillet ou le marteau et tu appuies le manche donc contre ton abdomen. Et en fait, ce que tu fais, c'est sur l'expiration, tu appuies sur le marteau pour que le manche rentre. Et sur l'inspiration, tu bloques le marteau, ce qui fait qu'en fait, quand tu vas réinspirer, la partie que tu es en train de bloquer va venir être massée par le manche. Et quand tu expires, tu descends encore un petit peu plus bas. Et en fait, tu tournes comme ça autour de l'abdomen pour faire le maximum de zones. Et en fait, alors moi, je suis pas capable de le faire, mais certaines personnes qui m'ont appris à respirer correctement, quand on appuie sur leur abdomen, on sent quasiment tout de suite la colonne vertébrale. Et c'est pas Ah qu'ils ouais. sont minces, c'est qu'ils sont détendus. Et en fait, c'est ce niveau de détente normalement qui existe. Donc, il faut chercher donc au maximum la détente, quoi. C'est vraiment. Ouais, et la respiration se fait dans la détente. En fait, il y a une respiration qui est hyper intéressante qui s'appelle la respiration du mort. C'est tu ne bouges pas, non, mais tu ne bouges pas, tu ne fais absolument rien, et simplement tu cherches à détendre le corps. Et en fait, ce que ce truc-là fait, c'est que tu respires de façon totalement passive, juste parce que tes muscles, en se détendant, créent une dépression qui fait rentrer l'air. Et à aucun moment, tu ne respires activement. Et ça suffit, en fait, pour respirer. Donc, la respiration doit se faire par la détente. Simplement en te détendant, tu fais rentrer de l'air et ça suffit. D'accord. Donc, revenons un peu sur ce que je t'avais dit. Donc, l'apnée, donc, Oui. t'as dit qu'il fallait. Parce que, bizarrement, dans le livre, des fois, alors, je suis pas fou. À un moment, tu dis qu'il faut éviter l'apnée ou ça dépend. Alors, peut-être que j'ai mal lu. Donc, parle-nous de l'apnée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, l'apnée, c'est excellent. Les micro-apnées, c'est à bannir. Ah, ben voilà, en plus, je l'ai lu. D'éviter les micro-apnées qui épuisent le corps. Voilà. Voilà, je l'ai lu. Ouais. Les micro-apnées, en fait, alors ça, c'est quelque chose qui est super drôle. Je donnais des cours à la fac à un moment. Et en fait, un truc qui m'amusait beaucoup, c'était quand je posais des questions à l'étudiant, quand il commençait à inspirer, pour reprendre son souffle et continuer à parler, je lui posais une question à ce moment-là. Ce qui faisait qu'en fait, il bloquait sa respiration. Et tu fais ça 3-4 fois à une personne et elle se met à stresser, elle perd ses idées, et elle bafouille, enfin, c'est très rigolo. Et en fait, ça c'est lié au micro-apnée. Une micro-apnée, c'est quoi? C'est quand tu coupes ta respiration
sans raison particulière. Et ce qui se passe d'un point de vue neuro quand tu fais ça, c'est que tu stimules le système nerveux orthosympathique. D'accord? Et le problème, c'est que comme la plupart des gens, dès qu'ils ont la moindre contrariété ou la moindre inattention, ils coupent leur respiration, ben, ils se stressent toute la journée. Un truc super intéressant, la prochaine fois que tu reçois un email et que tu l'ouvres, essaie de voir si tu respires à ce moment-là. Et je suis quasiment sûr que la réponse est non. C'est ce qu'on appelle, il y a une étude qui a été menée là-dessus, ça s'appelle l'apnée de l'email. Et en fait, les gens ont estimé que ça diminue la productivité de 20% sur ta journée. C'est-à-dire quoi? À cause Tu du sens que tu vas stress que avoir ça une génère. surprise, donc tu sens que tu vas avoir un stress, une surprise, donc tu respires pas. C'est ça. À partir du moment où D'accord. tu attends quelque chose, tu arrêtes de respirer en attendant de voir ce que c'est. Et le problème, c'est que quand tu fais 100 emails par jour, bah voilà, il y a 100 micro-apnées qui se mettent en place. Donc 100 fois, tu actives ton système nerveux sympathique et donc tu te stresses. Donc la micro-apnée, quoi, c'est 1 seconde, 2 secondes? Ça peut même être moins que ça. Je dis n'importe quoi, tu conduis, tu as quelqu'un qui te fait une queue de poisson, tu vas te mettre en micro-apnée. Tu percutes un truc en marchant, tu vas faire une micro-apnée. En fait, c'est le fait de casser ton cycle respiratoire sans que ce soit volontaire. Ouais, mais est-ce que tu contrôles ça? Ça, tu le contrôles pas, ça? Ben, en fait, si. Normalement, tu le Ah, contrôles. Si ta respiration est bonne, si tu n'as pas de tension, même quand le corps va être surpris, tu vas continuer à respirer. Et ça fait une très très grosse différence. d'accord. Donc ça, Parce que c'est moi, les micro-apnées qui sont pas bonnes. quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser donc déjà aux personnes qui dorment le soir, qui font de l'apnée, du sommeil, donc bon, c'est peut-être pas lié. Et j'ai pensé aussi à une technique que j'avais appris. Je crois que c'est pas celle liée à Wim Hof. Elle est liée. J'ai vu ça un truc où t'as fait un bouton que je m'y intéresse. Où je crois que c'est ce que fait la Navy avant de se préparer à une mission. Tu respires 4 secondes, Oui, t'inspires, non, tu fais une pause, une apnée. c'est Tu ça. t'expires 4 secondes et après chaque fois tu augmentes un peu plus. Et ça, j'ai fait ça plusieurs fois et c'est vrai que ça donne une dose d'adrénaline, c'est un truc de malade. J'étais comme si j'avais pris de la drogue, pourtant j'en prends jamais, mais bon, j'étais super excité. Et même j'ai fait ça avec les enfants et j'ai dit non, c'est pas pour vous, arrêtez. Et donc c'est vrai que quand le matin j'ai le temps, je le fais. C'est un peu spécial, mais voilà. Est-ce que ça c'est lié? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu viens de dire? Enfin, à l'opposé Alors, plutôt, le côté positif de l'apnée. voilà, c'est ça. L'apnée a plein de côtés positifs à condition que ce soit volontaire et contrôlé. Alors ça, je saurais pas te dire exactement pourquoi, mais à partir du moment où c'est volontaire, tu n'as pas les mêmes effets. Par exemple, si tu fais des pauses respiratoires volontaires, donc, alors il y a une grosse différence, c'est que ces pauses, elles vont se faire en fin de cycle inspiratoire ou expiratoire. Elles se font pas en coupant le cycle. Donc ça, déjà, ça fait une très grosse différence. Et ensuite, quand tu fais ces pauses, en fait, là, tu vas paradoxalement calmer ton système nerveux. Donc, si tu fais une pause après ton expiration, tant que ça te met pas en stress parce que il te faut de l'air, bah, le système nerveux va avoir tendance à basculer sur sa branche parasympathique. Donc, les apnées, c'est quelque chose qu'on va énormément travailler pour jouer sur le stress, sur le système nerveux. C'est aussi quelque chose qui va nous être très utile pour sentir les tensions internes qu'on a dans le corps liées au stress et pour pouvoir, en les identifiant, venir travailler spécifiquement dessus par le massage ou autre. Donc les apnées sont très positives. Les apnées, c'est aussi quelque chose qui permet de travailler le système cardiovasculaire de façon très très efficace, par exemple. Donc il y a vraiment cette différence entre l'apnée contrôlée et la micro-apnée. Donc, il faut faire attention à tout ça. Dans le livre, tu parles donc d'autres choses. On va un peu avancer. Donc, tu parles le Kia, si je me trompe pas, Kiai. Ouais, le kiai, ouais. Tu peux nous en parler? Alors le kiai, c'est quelque chose qui est dans les arts martiaux japonais. Hein. Ça doit exister dans d'autres, mais dans les arts martiaux, c'est le nom qu'on donne au cri que les karatékas, par exemple, poussent quand ils frappent. En fait, c'est la première application de la respiration que j'ai connue par mon parcours, tout simplement parce que j'étais dedans. Hein. Et en fait, ça a plusieurs fonctions. Alors, dans la tradition, il y a une fonction, on va dire, pseudo-énergétique où, en poussant le kiai, tu génères du chi, etc. Donc, bon, ça, je mets de côté. Par contre, tu as deux fonctions beaucoup plus mesurables, beaucoup plus intéressantes. La première, c'est que quand tu cries comme ça, ton attention est totalement focalisée sur ce que tu fais. Donc, ça te permet de te mettre vraiment dans le moment. Et le deuxième point, c'est quand tu cries comme ça sur une expiration et avec la bonne technique de kiai, d'un point de vue biomécanique, tu vas lier tout le corps. Et ça te permet, du coup, donc ils le font quand ils frappent ou quand ils font une action sur quelqu'un, ça permet de mettre tous tes vecteurs de force vers l'action que tu veux effectuer. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, le kiai.
Donc, parce que là, pendant que tu parlais, j'étais en train de sourire, ou peut-être toute personne comme moi. Donc, nous, on est entrepreneurs, on est dans le développement personnel. Donc là, avant une réunion, on se met dans une salle, on crie comme un dingue, ça, pour se concentrer, ou on va dans les toilettes. Et comment on fait pour le faire de façon moins, moins brutale, on va dire? Ouais, alors encore une fois, le kiai, il faut le remettre dans son contexte aussi traditionnel, avec toute la croyance qu'il y a autour. Maintenant, il y a quelque chose qui se rapproche du kiai et que je fais travailler aux gens, c'est la respiration explosive. Et la respiration explosive, c'est un peu le même principe. C'est je vais expirer comme si je toussais, un petit peu comme ça. Je sais pas si on entend bien, mais Oui, j'entends. l'idée, c'est que le diaphragme va se contracter fortement en même temps que les transverses. Et ça va créer en fait une grosse liaison du corps qui fait que le corps va être uni. Et quand on respire de cette manière-là, de la même manière, l'attention est totalement focalisée sur la respiration, donc on n'est absolument pas parasité. Et ça permet de vraiment se concentrer. L'autre chose qui est intéressante, c'est que comme tu fais cette respiration et que ça crée un mouvement très particulier, le stress que tu sens, par exemple, avant une réunion, et en fait, c'est quoi le stress que tu sens? euh, Bon, pas l'aspect physio pur, mais mécaniquement, tu as globalement les muscles lisses de l'abdomen qui viennent se contracter, ce qui fait que tu as mal au ventre. Quand tu fais cette respiration-là, comme tu vas faire un mouvement de pompe au niveau de l'abdomen, tu vas relâcher, toujours pareil, par contracter, relâcher, ces muscles lisses, et tu vas plus sentir les symptômes du stress. D'accord, ouais, donc c'est vraiment. Enfin, quand tu le dis, ça paraît tellement simple. Enfin, moi, quand je l'ai lu, ça m'a paru compliqué parce que j'ai fait aussi les techniques où il fallait inspirer un pas et faire un autre pas. Donc ça, je l'ai fait, Ouais. mais bon. Comme je le faisais en montée, j'étais un peu pressé. Bon, j'ai pas pu tenir le coup, donc je laisserai aux gens le temps d'aller le lire. Hein. Parce qu'il y a plein de techniques. Là, tu as parlé de la respiration de la mort. Dans le livre, tu parles de la respiration libre. Tu as parlé donc de la respiration exclusive. Est-ce que tu peux nous faire un genre de résumé des différentes respirations et celles qui peuvent aider ceux qui sont plutôt dans le développement Ouf. personnel Alors, et qui veulent évoluer? Euh, clairement, je peux pas te faire un truc exhaustif des respirations pour une raison très très simple, c'est qu'en fait, les gens ont développé une respiration par effet qu'ils voulaient obtenir. D'accord? D'accord. Donc, en fait, tu as autant de respirations. Alors, je sais pas si c'est totalement vrai, hein, mais théoriquement, tu peux avoir autant de respirations que d'états physiologiques que tu veux chercher. D'accord. Donc, te faire quelque chose d'exhaustif, c'est très compliqué. Maintenant, il y a des grands principes. Si tu veux te calmer, tu vas plutôt allonger ta respiration, ton expiration, pardon, et raccourcir ton inspiration. Un exercice que moi j'aime beaucoup proposer aux gens, qui est très simple, c'est le 2 j'inspire, 6 j'expire, tout par le nez. Donc là, je vais clairement aller sur le parasympathique. Toutes les respirations où je vais plutôt faire de l'inspiration et moins d'expiration, ça va avoir tendance à m'exciter. Donc si j'ai besoin d'énergie, je vais plutôt faire ces choses-là. Tout ce qui va ajouter des temps de pause respiratoire, tant que je suis à volume courant, donc c'est que je prends pas plus d'air ou j'enlève pas plus d'air que ce que je fais quand je respire normalement, ça va avoir tendance à me calmer. À l'inverse, dès que tu vas faire une pause respiratoire mais en sortant de ton volume courant, donc soit tu inspires à fond, soit tu expires à fond, ça va avoir tendance à m'exciter. Donc ça, c'est vraiment les grands principes quand on veut maîtriser la respiration, enfin quand on veut avec la respiration, contrôler un petit peu son état, soit parce que j'ai besoin d'énergie, soit parce que j'ai besoin de me calmer. Après, il y a un gros bémol à mettre à ça, c'est que pour pouvoir mettre bien en place ces techniques-là, il faut que tu puisses mécaniquement respirer correctement. Et je vais donner un exemple très simple. Je suppose que tu connais la cohérence cardiaque ou que tu as entendu parler, si tu t'intéresses au sommeil du motif 4-7-8. Non, je t'avoue que j'ai jamais entendu parler. Non, c'est vrai. Donc le 4-7-8, c'est un motif respiratoire qui a été popularisé par, je crois, il s'appelle Dr. Weil. Donc c'est un médecin assez connu aux États-Unis et qui est expert en yoga. Et en fait, c'est une respiration où tu inspires sur 4, tu bloques sur 7 et tu expires sur 8. Et en fait, quand ça c'est bien fait, en une dizaine de respirations, normalement tu t'endors. Ou en tout cas, t'es pas loin de Tu t'endormir. t'endors, sérieusement? Ouais, ouais. Quand Ah, c'est bien fait, ça là, t'es marche. en train de faire rêver tout le monde, là, parce qu'en plus, souvent, les Alors, entrepreneurs et les gens ambitieux ont du mal à dormir. Donc, ok. alors c'est pas moi qui fais rêver, hein, c'est lui vraiment qui Docteur a, Well. qui a popularisé ça. Et clairement, quand c'est bien fait, ça marche. Le problème, c'est que pour la plupart des gens, tenir donc 15 secondes sans respirer, ça va les stresser. Et Bah oui. forcément, eux, ils vont pas y arriver, ils vont dire non, mais en fait, le motif respiratoire ne marche pas. Mais le problème, c'est que s'ils respirent mal, effectivement, le motif respiratoire ne va pas marcher parce que ça va induire du stress chez eux.
Alors que s'ils respirent bien et que le 7 et le 8 ne leur créent absolument aucun stress parce que ça ne les tend pas, parce qu'ils ont une chaîne respiratoire qui est détendue, etc., ben, entre 5 et 10 respirations, ils dorment. D'accord. Donc, Bon, ben, ça, je vais essayer. Mais ce qui est gênant, tu vois, c'est par rapport à ce que par rapport à ce que je t'avais dit avant, c'est que souvent, ben, en fait, comme si tu l'as dit indirectement, c'est que ces techniques paraissent tellement compliquées. Moi, quand j'ai lu ton livre et quand j'ai voulu essayer la méthode où toi-même tu dis que tu as du mal, hein, je crois que c'est un système Systema, je crois, par un expert russe. Je me suis dit, ça paraît cool. J'ai voulu le faire, je me suis dit, il faut compter, c'est trop compliqué, tu vois. Je fais des tu techniques parles de la des fois. méthode de Wim Hof, là? Non, celle-là, bizarrement, j'ai réussi à la faire, à part qu'elle est un peu longue, D'accord, donc je l'ai ouais, pas fait pendant 20 minutes. Non, ouais. une technique que tu parles dans ton livre, où il faut inspirer, faire un pas, un, deux pas, et après tu dois Oui, allonger tout oui, ça. oui. Je Ouais. me suis dit, oh là là, c'est compliqué, sauf que là, j'ai essayé de le faire, je me suis dit, ça m'a pris la tête. Tu vois, donc c'est juste, après, comme tu le dis, il faut juste peut-être se motiver et le faire. Mais celle de Wim Hof C'est, de Wim Hof me paraissait plus simple. Mais après, bon, voilà. ben, alors, ce qui est vachement bien avec justement la méthode Wim Hof, et c'est pour ça qu'elle est aussi populaire, c'est que elle demande aucune qualité de base. C'est juste t'hyperventiles à fond. Donc n'importe qui peut hyperventiler, même quelqu'un de très tendu, au contraire, il va hyperventiler plus vite, et tu vas avoir les résultats. Effectivement, tous ceux qui demandent un petit peu plus de, on va dire, de lenteur et de finesse, il va falloir savoir respirer avant de bien le mettre en place pour que ce soit utile. Mais c'est comme tout, c'est si tu veux, quand tu apprends à faire du crossfit, si tu sais pas faire une pompe, bah, tu vas pas faire des séries énormes, et si tu le fais, tu vas mal le faire et tu vas te faire mal. Donc c'est un entraînement en fait. La respiration, c'est quelque chose, et la ventilation, c'est quelque chose de très très mécanique, hein. Ouais, faut pratiquer. En plus, ce qui est C'est bien, parce ça. que c'est un truc de base quand on dit en développement personnel, il dit que pour devenir un expert de quoi que ce soit, il faut le faire 10 000 fois. Et comme on respire très souvent, donc comme tu as Bah dit tout à voilà, l'heure, c'est ça peut-être va pour bien ça que c'est vite. aussi rapide. Mais est-ce que, par exemple, quelqu'un qui fait de la méditation à haut niveau a besoin de tout ce que tu viens de dire? Est-ce que lui, naturellement, il a ces techniques-là? Ben, c'est toujours pareil, ça dépend quel est l'objectif recherché. Quelqu'un qui fait de la méditation de haut niveau, s'il cherche par exemple à contrôler parfaitement ses émotions et que ça, il a appris à le faire depuis très longtemps, il n'a pas forcément besoin de faire mes techniques. Mais par contre, s'il a fait ça mais qu'il respire mal, peut-être qu'il va avoir des problèmes de dos. Et en fait, ça ralentit sa méditation parce qu'il va pas pouvoir tenir aussi longtemps parce qu'au bout d'un moment, ça va lui faire mal. Donc, le, si tu veux, je pense que si tu vas chercher état physiologique par état physiologique d'autres techniques, tu vas quasiment toujours trouver mieux que la respiration. Mais tu trouveras rien d'aussi central. Typiquement, bah, tu veux t'endormir, tu prends des somnifères, c'est vachement plus efficace que d'utiliser la Ah, bah, respiration et de travailler la c'est marrant que respiration. tu dis Tu ça vois. parce que la question qui venait après, je suis vraiment content que tu dises ça. Parce que la question qui venait après, c'est que souvent dans le monde, parce que moi je suis dans le monde de la nutrition aussi sur notre business et j'aime bien ça. Et moi, je dis que tout peut être réglé par l'alimentation, donc je fais tout pour bien manger, je bois que de l'eau, je bois pas de jus, enfin, je fais tout pour bien manger. Et je me dis que, techniquement, avec le sport et tout ce que je fais, bah voilà, je vais rarement chez le médecin, quasiment jamais, à part pour faire des prises de sang, parce que c'est important, et pour Mhm. contrôler. Mais je me dis, et c'est vrai que quelqu'un qui est dans le monde moderne et qui va à tout prix prendre toutes les pilules, il prend toujours du Doliprane, il prend enfin plein de marques que tu connais, que je vais pas citer, pour régler. C'est vrai que ça met le pansement, mais ça règle pas le problème sur le long terme. Et Ben, donc c'est ma ça. Ouais. question, est-ce que, donc, parce que pareil de la nutrition, est-ce que la respiration, quand on devient bon, et quand qu'on est discipliné comme dans la nutrition, est-ce que la respiration peut régler plein de problèmes ou tous les problèmes? Là, bon, c'est un grand débat, mais bon. Non, tous les problèmes, clairement pas, hein. T'as un cancer, bah, c'est pas en respirant que tu vas le régler. Ça va certainement te mettre dans des meilleures dispositions, mais il n'y a pas de miracle. T'as plus de bras, bah, t'as plus de bras. Mais par contre, ce que la respiration va faire, c'est elle va te permettre de tourner à ton état, on va dire, optimal. L'état dans lequel tu es conçu pour tourner. Et ça, c'est super important aussi bien au niveau biomécanique qu'au niveau physiologique, qu'au niveau neuro, tu vas fonctionner de la manière dont tu es censé fonctionner. Donc ça va créer beaucoup moins de problèmes. En systéma, donc c'est la pratique martiale qui m'a conduit à la respiration. Notre fondateur nous disait le but du systéma, c'est juste de faire des humains normaux. Donc de faire des humains qui fonctionnent comme ils sont censés fonctionner, pas plus. On n'est pas là pour faire des sportifs de haut niveau, des maîtres du combat, on est juste là pour faire des humains normaux. Et la pratique de base de la respiration mène à ça. C'est tu vas remettre un fonctionnement biomécanique, physiologique normal. Et à partir de là, ouais, on va pouvoir aller faire de l'optimisation avec de la respiration, mais aussi avec autre chose. Et tu vas potentialiser tout ce que tu fais. Je vais te donner un exemple assez parlant.
parce que je travaille beaucoup avec des sportifs de haut niveau, de plus en plus. Et en fait, c'est des gens, je leur fais, donc des sportifs de haut niveau, tu as tendance à te dire, leur marge de progression, elle n'est pas énorme, parce qu'ils sont déjà au taquet. Et notamment sur tout ce qui va concerner la VMA ou la VO2 max, ils sont déjà quasiment au maximum. En fait, l'expérience montre que pour la plupart, tu peux leur faire gagner entre 5 et 15% de VMA. Pourquoi? Oui, c'est énorme. Et en fait, chaque fois que je le dis, les gens ne me croient pas. Mais en fait, quand ils testent, en 2 mois, ils gagnent ça. Là, je vais écrire un article dessus parce que j'ai suivi une équipe de foot, donc qui joue en National 3, donc c'est l'ancienne CFA2 en foot. Et donc c'est le premier niveau professionnel. Donc ils ont déjà un bon niveau physique. Et là, en fait, ils ont fait des tests de VMA avant que je commence le travail. On va en faire un la semaine prochaine. Je vais écrire un article là-dessus parce que je pense que ça va être assez marquant. Et pourquoi, en fait, il y a ce gap impressionnant? Parce que comme la plupart d'entre eux respirent mal, c'est comme si, quand ils respiraient, ils noyaient leur moteur. Et ils ont appris à travailler toute leur vie de cette manière-là. Donc, ils atteignent un palier qu'ils ne pourront pas franchir pour une raison simple, ils ont optimisé le cardio, ils ont optimisé leur métabolisme, etc. Sauf que l'oxygène n'arrive pas, ou pas assez. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est en leur apprenant à respirer normalement, encore une fois. Je ne fais pas quelque chose d'exceptionnel à ce stade, juste en leur apprenant à respirer normalement, l'oxygène arrive mieux aux cellules, et du coup, typiquement, là, j'ai des footballeurs qui, après un match de compétition, ne passent pas en lactique. Et il faut préciser, pour ceux qui connaissent, qui ne sont pas sportifs, c'est quoi le lactique? Ouais, en fait, tu as plusieurs manières de générer l'énergie. La plus optimale, c'est en utilisant de l'oxygène. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu fais beaucoup d'efforts, ça suit plus, le métabolisme suit plus, et il va commencer à faire de l'énergie sans oxygène. Et ça va générer un déchet qui est le lactate et qui est à l'origine des crampes et des courbatures le lendemain. Et c'est pour ça que après un match, etc., on voit souvent les joueurs courir autour du terrain ou faire du vélo sans forcer pour justement éliminer ces déchets-là. Si tu respires correctement, tu n'entres jamais dans cette phase-là. Et du coup, tu n'as plus de courbatures et le lendemain, tu peux te réentraîner normalement. Et ça, c'est quelque chose qui est très très clair sur les personnes que je suis, quoi. Ouais, donc toi, c'est plutôt donc bien aussi intéressant. Là, je parlais pour les personnes lambda, mais pour tous ceux qui font du sport assez souvent et à haut niveau, ou qui stressent leur corps assez souvent, on va dire. C'est intéressant. Oui. Mais encore une fois, c'est pas de la performance. C'est juste, je leur apprends à être normaux, et dans cette normalité, eux, ils continuent à faire ce qu'ils font de performant. Et donc, même quelqu'un qui fait pas de sport de haut niveau, il respire de la même manière qu'eux. Donc, ça veut dire qu'il est constamment en train de noyer son moteur. Et en lui apprenant à mieux utiliser son oxygène, il sera beaucoup moins fatigué. Il y a beaucoup de gens que j'ai, quand ils ont travaillé 3-4 mois avec moi, ils me disent j'ai beaucoup moins besoin de dormir. D'accord. Donc c'est vraiment en remettant l'organisme dans son état normal, forcément on a des résultats qui peuvent paraître extraordinaires parce qu'on n'a jamais été comme ça, mais qui ne le sont pas. C'est comme ça qu'on devrait être tout le temps. Bon, moi j'aurais beaucoup de questions, mais on va pas faire trop long parce que sinon on va embrouiller tout le monde. Mais j'ai une question, je pense qu'il va intéresser plein de gens parce que on semble tous concernés, on respire tous. Qu'est-ce qui fait qu'on prend des mauvaises habitudes? Comment on peut éviter par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Donc on a écouté, on est content, mais après tu sais très bien que les gens vont passer à autre chose malheureusement. Ouais. Donc bien sûr je leur dis de réécouter le podcast plusieurs fois, d'aller lire le livre, donc ça va prendre des habitudes, d'aller se former avec toi aussi. Mais quelles sont les habitudes qu'on peut déjà retirer pour laisser place aux bonnes habitudes? Donc qu'est-ce qui fait que des fois on change d'enfant où on respirait par le nez et maintenant on respire par la bouche? Qu'est-ce qu'on peut retirer? En fait, la question est très bonne parce que tout part de là. Tout part du stress. Et pas en mode, pas le stress général qu'on peut avoir dans le développement personnel. Je parle du phénomène physiologique du stress. Quand tu stresses, ton organisme se met en mode défense. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va avoir tendance à se crisper, il va avoir tendance à utiliser de l'énergie pour se protéger. Et ces crispations, au fur et à mesure, elles restent. Et comme je le disais au départ, c'est elles qui vont petit à petit diminuer notre amplitude respiratoire. L'amplitude respiratoire diminue et on rentre dans ce cercle vicieux encore une fois. Donc, en fait, ce que doivent faire les gens,
c'est augmenter cette amplitude respiratoire. Il y a un truc qui est très très rigolo. J'étais tombé sur des comment on appelle ça, des résultats d'examen de médecins qui mesuraient la fréquence respiratoire des gens au début des années 1900. La normalité à l'époque, c'était tu respirais entre 7 et 12 fois par minute, d'accord? Là aujourd'hui, en fac de médecine, ce qu'ils t'apprennent, c'est que la normalité, c'est entre 12 et 16 respirations par minute. Ouais. Donc ça veut dire que globalement, tu as doublé ta fréquence respiratoire. Et il n'y a pas de secret. Tu peux pas, soit pour doubler ta fréquence respiratoire, tu gardes la même amplitude, mais tu respires 2 fois plus vite, ce qui demande beaucoup d'énergie, donc c'est pas ce qui se passe. Soit en fait, tu diminues ton amplitude par 2, et ça veut dire que tu n'as plus qu'une respiration thoracique. Et comme tu n'as plus qu'une respiration thoracique, si tu respires que par le nez, tu prends pas assez d'air, donc tu passes par la bouche. Et tout est lié à ça, en fait. Tout le problème de base vient de là. C'est ce stress, en diminuant l'amplitude respiratoire, va finalement te faire respirer par la bouche. Respirer par la bouche, c'est un désastre au niveau postural, donc ça va avoir des effets sur tes cervicales, ça va avoir des effets sur tes lombaires, donc ça va te créer de la douleur, qui va te créer encore plus de stress, et on rentre vraiment dans quelque chose d'assez catastrophique. Et le simple fait de s'obliger en fait à prendre plus d'amplitude, ça va déjà corriger beaucoup de choses avec très peu d'efforts. Si tu veux, t'es dans ton Pareto, il est dans je respire par le nez et je vais chercher mon amplitude respiratoire. Point. D'accord. Donc là, tu as fait peur à tout le monde. Les gens vont arrêter de respirer par la bouche que par le... C'est très bien. Ah, ok. Bon. Mais parfait. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, il y en a beaucoup. C'est assez vaste. Même si on reste sur quelque chose d'assez généraliste, le take-home message, c'est vraiment ça. C'est je respire par le nez, j'augmente mon amplitude respiratoire. Ok, parfait. Bon, comme tu le sais, sur mon podcast, je pose des questions à la fin. Il y a 5 questions que je vais te poser. Même si toi, t'es un peu... Tu m'as dit que tu avais un côté business, donc tu allais venir. Ouais. Tu as une startup, je me trompe pas? Ouais. Mais bon, je vais quand même te poser la question. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Honnêtement, je sais pas parce que je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Ah, ça Donc, c'est bien. ouais. T'es aligné, quoi. Ouais, non, clairement, oui. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand tu es aligné, en fait, les choses sont assez faciles. Oui, je pense que c'est le rêve de tout le monde. Donc, non, là, je fais vraiment ce que je veux faire. Après, le seul truc, c'est que moi, je trouve si tu veux, mon équilibre dans le fait de faire plusieurs choses. Et de les pousser. Ouais, alors oui, mais pas en même temps. Mais de les pousser vraiment à un très haut niveau à chaque fois. Voilà, ça, c'est ce qui me plaît. D'accord. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Alors ça c'est assez. Là, je vais plutôt aller sur ce que j'ai fait avec la startup. Moi, je suis issu du milieu universitaire, hein, donc j'ai fait une thèse, un postdoc, et on a toujours dit que la recherche, il fallait être dans le public pour le faire. C'est là que ça marchait bien. Et en fait, une de mes plus grosses satisfactions, ça a été de réussir justement à mener un projet de recherche avec très très peu de moyens, qui m'a permis de déposer un brevet et qui m'a permis de faire une levée de fonds. Donc ça, c'est vraiment un très très bon souvenir. Levée de fonds de combien? Ça, je peux pas te dire. Ah, merde. Bon, on te réinvitera, tu vas nous parler de cette expérience. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? En fait, justement, le meilleur levier, c'est d'être aligné. Et pourquoi? Parce que quand tu es aligné, t'as pas peur. Et la peur, c'est pour moi un des freins principaux. Et j'ai suivi une formation qui était assez amusante, c'était sur le leadership, et la personne disait que la première chose à l'idée, c'était toi-même. Et finalement, je pense que tout ce que j'ai fait via les arts martiaux, via la respiration et le développement personnel en général, parce que je fais aussi beaucoup de méditation et choses comme ça, c'est ça qui m'a permis en fait de franchir le pas et d'être efficace en tant qu'entrepreneur. C'était quelle formation? Tu parles de quoi? De leadership? Ouais, non, De l'information? Ouais, en fait, alors moi, je suis purement scientifique, hein, de base, donc il me fallait une formation plus business. Et j'en ai trouvé une qui est sympa en ligne, qui s'appelle Power MBA. Donc, tant que j'y suis, je vais en faire un petit peu de pub. Ouais, c'est un programme en gros de MBA en ligne, qui est pas certifié ni rien, mais tu as tout le contenu en fait classique que tu retrouves dans un MBA. Voilà. On reconnaît bien là le fou de tout ce qui est scolaire. C'est ça.
Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Alors, un livre que je conseillerais à tout entrepreneur. Alors, le livre que j'ai beaucoup aimé, c'est le Personal MBA. C'est un petit peu ce qui m'a décomplexé, hein. Après, un bouquin que j'ai beaucoup aimé et qui, je pense, peut être parlant, c'est un livre qui s'appelle L'Esprit du judo je crois que c'est Jean-Luc Jazarin, qui raconte en fait comment à 50 ans, au tout début du judo français, il est devenu une des premières ceintures noires. Et c'est assez intéressant parce que lui, il a un peu fait le chemin inverse. C'était un entrepreneur, justement, qui marchait relativement bien. Et le judo l'a complètement changé, justement, sur tout l'aspect interne de sa personne. Et ça, alors, on le voit pas dans le livre, mais quand ensuite on voit la vie qu'il a eue après le judo, ça fait un changement énorme. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, c'est il faut que tu trouves un moyen de t'aligner. Et lui, ça a été le judo, pour être performant et pour être au maximum de ton potentiel. D'accord. Ah, c'est vraiment que ça revient avec un point que j'avais eu qu'un entrepreneur ici. Et une enquête que j'avais vue, c'est que la plupart des entrepreneurs, ceux qui réussissent, ont soit donc fait je crois que c'est un tiers ont fait des arts martiaux, parce que ça amène la discipline, soit on était à l'armée, à un haut niveau, donc ce qui pareil. Et le troisième, j'ai oublié, mais voilà, c'est comme quoi c'est important des fois, ça paraît rien, mais bon, le fait d'être discipliné, de savoir faire les choses et de cadrer, ça peut aider certains. En fait, les arts martiaux, alors il y a la discipline et pour moi c'est pas forcément le point le plus intéressant, mais les arts martiaux ils t'obligent à être honnête avec ce que tu peux faire, pas ce que tu sais faire mais ce que tu peux faire, et il te met en face de tes peurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Tu peux pas te mentir, parce que tu as fait de la boxe, tu le sais, hein. Si tu crois que tu es le meilleur et que tu tombes contre quelqu'un qui te casse la gueule, c'est que tu n'es pas le meilleur. Tu peux tourner ça dans tous les sens que tu veux, mais tu n'es pas le meilleur. Et si tu penses savoir faire une technique et qu'elle rentre pas, c'est que tu sais pas la faire. Et c'est quelque chose qui est très simple, mais avoir en face quelqu'un qui est là clairement pour te montrer ce que tu peux faire, ce que tu sais pas faire et ce que ça crée chez toi, c'est hyper formateur. Et je pense que les arts martiaux, le côté le plus formateur, c'est ça en fait. C'est ce retour d'expérience que tu as. Souvent, dont on parle dans le business, c'est que souvent, même peut-être avec l'armée, c'est qu'une personne qui veut réussir doit être coachable. Et c'est vrai que quand tu as été coaché par un maître, c'est très bien qu'il y ait un maître avant toi. Donc voilà. Certains, des fois, entrepreneurs sont un petit peu trop dans l'ego, dans la prétention. Et quand on sait qu'on doit être passé par quelqu'un, c'est mieux. Pourquoi pas, c'est peut-être pour soi aussi. Mais bon, ça, je crois que je ferai un sujet dessus. Merci. Je vais le noter, je vais le faire. Dernière question. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Paradoxalement, moi, ce qui me manque clairement, c'est le fait d'être plus, procédurier. Dans le sens où je suis très mauvais sur les process. C'est quelque chose qui m'ennuie à mourir. Et ça, c'est quelque chose où j'aimerais être meilleur, effectivement. D'accord. Bon, parfait. Grand merci. Je pense que les gens sont peut-être qu'ils sont stressés. En fin de compte, on devait les déstresser, mais là, ils sont stressés. Ils disent putain, je respire mal. Mais bon, ils vont aller prendre le livre et écouter. Où est-ce qu'on peut te rejoindre en général? Ou c'est plus facile de te joindre? Le plus facile, c'est via mon blog artdelarespiration.fr. Je mettrai le lien. Voilà, c'est là où on peut me joindre le plus facilement. Bon, je mettrai aussi tous les autres liens pour te joindre. Donc, Yvan, je te dis à très bientôt. Et puis, à bientôt. Merci pour l'invitation encore. Bonne continuation à toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr, mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.